Bonsoir et bienvenue sur le plateau de ce grand direct en ce vendredi 2 avril. Très heureux de vous retrouver avec au sommaire ce soir le week-end de Pâques qui démarre dans des conditions particulières puisque le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône comme la France seront confinés. Nous serons avec le président du comité régional du tourisme, François Decanson, à la fois pour voir si les annulations, si le monde est au rendez-vous ou pas pour ce week-end et pour évoquer la suite. 6 mois plus tard, il y a 6 mois, jour pour jour, la tempête Alex passée sur les Alpes-Maritimes. 10 morts, 8 personnes toujours disparues, des millions d'euros, des centaines de millions d'euros de dégâts. Les élus locaux appellent aujourd'hui l'État à tenir ses engagements. Et puis, Marine Brenier, notre invitée à 19h, puisque le projet de loi sur la fin de vie a été adopté par la Commission des affaires sociales. C'est un premier pas vers la légalisation de l'euthanasie. Marine Brenier qui fait partie de ces députés qui s'engagent pour faire évoluer les textes existants. Bonsoir Éric Revel. Bonsoir Nicolas Gallup, bonsoir à tous. Alors j'imagine que vous connaissez la Mouna, vous. Oui, enfin de non, mais oui, c'est une pâtisserie qui se vend beaucoup à Marseille en période de Pâques. On en parlera à la fin de ce grand direct. Et puis, on vous rappellera aussi que les Sharks, pour les téléspectateurs d'Azur c'est du basket. Voilà, exactement. Face à Lille, ce sera ce soir avec Sébastien Serrano, Valentin Tchéky et François Paturle. On débute avec le confinement. Ça démarrera demain soir pour le Var et les Bouches-du-Rhône. Les Alpes-Maritimes y sont soumis depuis une semaine maintenant. Et aujourd'hui, la police était sortie sur les plages du Mourillon à Toulon, notamment pour contrôler les gestes barrières et le port du masque. Reportage de Thomas Bernabé. Avec un temps pareil, les Toulonnais étaient nombreux à se ruer sur les plages du Mourillon cet après-midi. Pique-nique, baignade ou encore farniente étaient au programme. Mais voilà, beaucoup ont semble-t-il oublié que le masque et le respect des gestes barrières faisaient toujours partie de notre quotidien. Oui, vous voyez, je l'ai. Vous l'avez dans la poche? Dans la poche, parce qu'on n'est pas 6 encore. Je comprends, mais nous on le met pas trop. Hein. Mais bon, après, on fait attention aux petits vieux quand même. S'il y a du monde, qu'on ne peut pas avoir les distances, c'est compréhensible, mais avec les distances, non. Moi, je trouve ça bête. Parce qu'on est dehors, on profite de bien respirer l'air marin. Voilà. Mais si c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Je ne savais pas déjà qu'il était obligatoire, donc je suis surprise. Je pensais que c'était obligatoire sur les remblais. Mais voilà, écoutez, voilà, s'il faut, il faut. Maintenant, mon avis, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. En effet, beaucoup de personnes ne comprennent toujours pas pourquoi le masque doit être mis sur le sable, alors que dans le même temps, les joggeurs, cyclistes ou les fumeurs en sont exemptés. Pour autant, les contrôles de police vont se multiplier afin de faire appliquer les recommandations. Cet après-midi, si certains chanceux ont pu seulement se faire rappeler à l'ordre, pour d'autres, la sanction tombe. En moins d'une heure, c'est une dizaine de verbalisations qui ont été dressées. Je ne vous cache pas qu'il faut faire preuve de discernement. Si les gens sont compréhensibles, effectivement on leur fait remonter le masque. Par contre, celui qui n'a pas du tout de masque ou qui n'a pas le comportement approprié, malheureusement, fera l'objet d'une verbalisation. C'est à nous de faire preuve de discernement et de voir un petit peu comment gérer la situation. Si le port du masque est évidemment un point à surveiller pour les forces de l'ordre, il ne faut pas oublier que les rassemblements de plus de 6 sont interdits. Pareil pour la consommation d'alcool. Demain, ce sera également au tour de la musique amplifiée sur la voie publique d'être interdite. Reste à savoir si c'est sur les plages en extérieur que les gens se contaminent le plus. Voilà, toujours ce débat. Alors, quand on interroge le professeur Odiger Valette de l'hôpital de Toulon, elle explique que quand on est en extérieur, pas trop agglutiné, pas obligé forcément de porter le masque, on se contaminera moins. Et puis, elle indique aussi que ce qui crée le désordre, c'est les ordres contre ordres, un coup obligatoire, pas obligatoire. Bon, voilà. Donc du coup, là, on rappelle que c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Alors, reste à savoir comment, par exemple, pour les déjeuners, les dîners de la fête de Pâques, on va peut-être se retrouver à plusieurs. Est-ce qu'on aura des masques à l'intérieur aussi? Ça sera pas obligatoire. En tout cas, les forces de l'ordre ne seront pas là pour vérifier, mais c'est vrai que c'est des sujets. En tout cas, à l'intérieur, c'est là où on se contamine le plus. Voilà, on le sait maintenant depuis un petit moment. Bonsoir François Decanson, merci d'être avec nous en direct ce soir dans cette émission. Vous êtes le président du comité régional du tourisme, maire également de la Londe, dans le département du Var. Vous basculez donc en confinement demain. D'abord, votre casquette de président du CRT, est-ce que c'est une catastrophe pour l'économie touristique du département ?
Oui, c'est un nouveau coup dur pour le monde du tourisme. Ça fait des mois que nous réclamions l'application des mesures sanitaires, la vaccination massive, des autotests, des tests grandeur nature. Tout le monde était prêt à retravailler et tout à coup, tout s'arrête. Encore une fois, dans l'urgence, les professionnels étaient en train de préparer la belle saison, démarrage des campings, redémarrage des hôtels. Tout le monde était prêt à réouvrir et tout d'un coup, du jour au lendemain, il faut subitement s'arrêter. Donc c'est particulièrement difficile parce que dans le même temps, il faut annuler les réservations, il faut faire face aux échéances. Donc je crois que c'est un coup dur, très dur pour le tourisme. Est-ce que vous avez déjà des indications sur le week-end précisément? Parce qu'on parle d'un exode en provenance de certaines régions de la France un peu moins accueillantes au niveau du climat que la nôtre, des Parisiens, pas forcément que, mais qui pourraient venir passer le confinement dans le Var. Écoutez, on commence à voir arriver effectivement beaucoup de monde dans le Var, donc il va falloir être très prudent, il va falloir que les règles sanitaires soient particulièrement respectées, puisque nous sommes un département où aujourd'hui le taux d'incidence est très fort, il faut vraiment qu'on applique strictement les règles barrières, il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire, il est important qu'on respecte les règles pour pouvoir enfin démarrer cette saison touristique. On a vu ce qui s'est passé cet hiver en montagne. On n'a pas le droit de rater la saison touristique en été, ici, en région sud. Alors là, moi, monsieur de Canson, j'aimerais que vous changiez de casquette et que vous mettiez celle de maire. Est-ce qu'à votre avis, vous avez rappelé la forte progression du taux d'incidence dans le Var, est-ce qu'à votre avis, ce confinement hybride, ce confinement extérieur, va permettre de faire baisser le taux d'incidence dans votre département? Parce que dans les Alpes-Maritimes, ce n'est pas le cas, comme on le sait. Et moi, je suis très sceptique. Depuis le départ, je le dis qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est la vaccination. Depuis le départ, avec Renaud Muselier, on parle de vaccinodrome, on parle d'autotest, on parle de la nécessité d'appliquer les règles. Aujourd'hui, on y arrive. On voit que le gouvernement est en train de réaliser que la vaccination massive sera la seule solution. Alors, un confinement strict, oui. Une vaccination massive, oui. Tout ça dans le but de sauver la saison estivale. Mais alors, justement, sur cette saison, est-ce que vous ne craignez pas que ce confinement hybride, on le voit dans les Alpes-Maritimes, pour l'instant, les résultats ne sont pas saisissants, condamne encore un peu plus au moins le début de la saison qui arrive. Est-ce que vous n'auriez pas préféré, pour être clair, 15 jours de confinement très strict avec tout le monde à la maison pour pouvoir sauver ce qui peut encore être sauvé dès la fin du mois de mai, par exemple? Je crois qu'il aurait fallu confiner beaucoup plus tôt, on le dit depuis des mois, je crois que c'est maintenant, il fallait prendre le problème en amont, on le prend encore une fois tardivement, encore une fois nos professionnels sont confrontés à cet arrêt brutal, je crois que nos professionnels sont résilients, ils acceptent encore une fois ce terrible effort à la condition d'avoir des résultats. Dans votre ville, on le voyait là à Toulon, il y a une forme de relâchement sur les gestes barrières, le port du masque, parfois les concitoyens qui ne comprennent plus vraiment les règles. Est-ce que c'est là aussi un combat à mener? Vous le disiez, respecter bien les gestes barrières, les règles, porter le masque? Ça fait longtemps que je le dis. Depuis des mois et des mois, les règles sanitaires ne sont pas assez appliquées strictement. Je crois qu'il faut que aussi bien la gendarmerie que la police municipale, que tout le monde joue son rôle, que les gens prennent conscience du danger et que tout le monde respecte enfin les règles pour qu'on puisse voir un jour le bout du tunnel. Éric ? Est-ce que, au niveau de la vaccination dans votre commune, est-ce que vous considérez que vous avez suffisamment de doses pour vacciner les gens qui doivent l'être? Et est-ce que vous croyez à l'échéancier annoncé également par le président de la République concernant, par exemple, les plus de 50 ans qui pourraient être vaccinés au mois d'avril? Et moi, je crois que depuis le début de la crise, s'il y avait eu autant de doses injectées que de promesses tenues, on serait vraiment sorti du problème et on aurait une immunité collective. Alors, dans ma commune, j'ai la chance d'avoir un centre de vaccination intercommunal et les doses commencent à arriver de façon correcte. Je pense que le gouvernement aujourd'hui n'a pas le choix, il a pris des engagements. S'il veut rester crédible, il est important que les vaccins arrivent en temps et en heure et en quantité. Merci beaucoup François de Canson, président du comité régional du tourisme pour la région sud, maire de la Londe, également dans le Var. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. On va rester dans votre département, François de Canson, pour rappeler les règles, parce qu'on en avait déjà dit quelques mots au moment du basculement dans les Alpes-Maritimes, mais certains commerces vont rester ouverts. Alors on va essayer de voir le verre à moitié plein ce soir avec les chanceux qui vont échapper donc à la fermeture. C'est un reportage signé Marion Colangelo.
Ce samedi à 19h, l'ambiance ne sera plus la même dans la rue Lamalgue à Toulon. Une partie des magasins vont devoir fermer leurs portes. Mais pour ce nouveau confinement, la liste des commerces dits essentiels est un peu plus longue. Dans ce salon de coiffure, c'est le soulagement. Très bonne nouvelle. On reste ouvert, on est commerce essentiel maintenant. Nous avions rencontré Alex au bord de l'implosion lors du confinement de novembre. Cette fois-ci, il est un peu plus serein. Je pense qu'on est essentiel, Il suffit de demander aux gens, aux clients, et voilà, tout le monde est content qu'on soit ouvert. Après, la période est compliquée, voilà, c'est pas facile pour tout le monde. Mais voilà, nous on est contents. Voilà, on va pas se plaindre, on va pas dire on va pas pleurer sur notre sort. On est ravis d'être ouverts. Les libraires de leur côté n'auront pas besoin de batailler cette fois. Eux aussi restent ouverts. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une année très difficile. Entre les 2 mois de fermeture, le click and collect où on n'est pas du tout notre métier, puisque c'est vrai qu'on courait dans tous les sens en remettant en jeu. Donc c'est une préparation et une logistique sans avoir l'activité, c'est très compliqué. Et là oui, c'est quand même beaucoup plus facile, serein d'être ouvert. Ça arrange, ça facilite les choses. Parmi les chanceux, les fleuristes. Ils avaient dû baisser le rideau en novembre dernier et il y a un an. Le printemps est évidemment une période clé pour la profession. Oui, il y a la Pâques, après il y a le 1er mai, après la fête des mères, oui, c'est des périodes très importantes. Moi j'ai toujours quand même un peu travaillé, même pendant le confinement, mais bon, ça fait du bien de rester ouvert. Une liste des commerces dits essentiels qui s'est également élargie aux concessionnaires automobiles, jardineries ou encore aux disquaires. Voilà, donc débute ce confinement demain soir pour une période de 4 semaines. On rappelle que les écoles sont fermées, elles, pour 3 semaines. Les instituts de beauté aussi, eux, ils n'ont pas eu voix au chapitre. Toujours pas. Non, Bruno Le Maire, il n'a pas étendu la liste des commerces ouvrables. Par contre, les assistantes maternelles, on l'a appris un peu avant le début de ce grand direct, pourront accueillir les enfants. Oui, ça a été décidé dans le milieu de l'après-midi. Les assistantes maternelles pourront accueillir les enfants puisque les crèches et les écoles sont fermées. Ça, évidemment, pour les parents qui travaillent, c'est un soulagement. Mais la décision a été prise un peu à l'emporte-pièce puisque, visiblement, le gouvernement n'avait pas prévu ce point de détail tellement important pour les familles et pour notamment les parents qui travaillent. L'autre titre, l'un des autres titres de ce grand direct, c'est la tempête Alex, le bilan, 6 mois après le passage de cette tempête dans les Alpes-Maritimes qui a dévasté les vallées, 10 morts, 8 personnes toujours disparues, des centaines de millions d'euros de dégâts matériels. Et vous allez le voir, les élus qui demandent à l'État, à Emmanuel Macron, de tenir ses engagements. Reportage de Claudia Olivier. 6 mois jour pour jour après le passage de la tempête Alex, c'est l'heure du bilan. Malgré des travaux colossaux engagés dès le lendemain des intempéries, le maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Olaran, est toujours confronté aux angoisses de ses administrés. Nous attendons que l'État statue en lien avec les autres collectivités, notamment ceux qui ont la compétence de la gestion des cours d'eau et des inondations, qu'ils nous disent quelles habitations vont pouvoir rester et quelles habitations vont devoir être démolies, parce qu'on a beaucoup de familles qui sont dans l'incertitude et qui ont besoin d'avoir cette visibilité-là sur l'avenir. Déblaiement, réhabilitation, reconstruction des principaux axes routiers. Le département des Alpes-Maritimes a déjà engagé 381 millions d'euros pour la reconstruction de la Tinée, de la Roya, de la Vésubie ainsi que de l'Estéron. Aujourd'hui, nous sommes sur un rythme de 5 millions d'investissements par mois. C'est dire que l'investissement commence à gagner et à arriver à un niveau suffisamment intéressant pour qu'on puisse avoir une perspective de remise en état de l'économie estivale dès le mois de juillet prochain. Quelques jours après le passage de la tempête Alex, le président de la République s'était rendu dans les vallées. Emmanuel Macron avait promis 100 millions d'euros d'aide de l'État. Seulement 26 millions ont été versés à ce jour. Éric Ciotti, député et président de la commission des finances du département, demande à ce que cet engagement soit tenu. Aujourd'hui, avec le président Ginesy, nous avons voulu un peu lancer ce SOS en s'adressant directement au président de la République. Il est venu le 7 octobre dernier, il a pris des engagements. Les populations ont besoin de la solidarité de l'État et il est temps, il n'est que temps de s'engager maintenant parce que ça fait déjà trop longtemps que nous attendons. Selon le président du département, Charles Ginesy, le coût de la reconstruction est évalué à 352 millions d'euros dans la Roya, 74 millions dans la Vésubie, 12 millions dans l'Estéron et 5 millions dans la Tinée pour un total donc de 443 millions d'euros.
Voilà, il reste donc beaucoup à faire. Juste pour vous dire, avant de rejoindre Gilles Marsala, qui est l'initiateur des week-ends solidaires qui se mobilisent malgré le confinement. Donc, Éric Ciotti et Charles-Ange Ginesy, député et président du conseil départemental, ont écrit au président Macron. La lettre est partie hier, vous la retrouvez sur nos réseaux sociaux. Et puis cette bonne nouvelle pour la brasserie du Comté. Vous vous souvenez, oui, bien sûr. On les avait eus dans ce grand direct. Eh bien, la brasserie est sauvée parce que la métropole, le conseil départemental, prévoit de reconstruire la zone d'activité. Ils créeront une zone d'activité économique dans la zone des Tourons, 6 à 7 000 mètres carrés. D'ici octobre 2021. Donc la brasserie pourra s'y installer. Et Christian Estrosi et Éric Ciotti, qui étaient cet après-midi sur place, annoncent cette bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, et je tenais à vous le dire parce qu'on avait reçu le fondateur de la brasserie ici et j'imagine qu'il est soulagé. Bonsoir Gilles Marsala, merci d'être avec nous en direct ce soir. Vous êtes producteur. Bon, on a parlé de vous cette semaine pour d'autres choses, mais il y a quelques mois maintenant, vous avez décidé de vous mobiliser pour les vallées en organisant les week-ends solidaires. Alors, c'était de vrais week-ends de travaux, hein, c'est-à-dire que vous montez avec des bénévoles tous les week-ends dans les vallées pour participer à la reconstruction, tout bonnement. Oui, 3-4 jours, bonsoir à tous, 3-4 jours après la tempête Alex, voyant cette énergie formidable qui était sur les réseaux sociaux et de par mon métier de coordonner des grands événements et rassemblements, j'ai décidé avec mon ami Philippe Roustan de coordonner toute cette action, toute cette énergie au service des sinistrés. Et maintenant, on en est à 6 mois, effectivement. Alors, on a choisi aussi de vous avoir ce soir parce que dès la semaine dernière, vous êtes un des rares, avec votre équipe bien sûr, à échapper au confinement pour aller aider les vallées sinistrées. Vous êtes autorisé à vous déplacer. C'est toujours le cas, là, malgré le tour de vis du président dans le reste du pays ? Alors, dès le début de cette aventure humaine, dès le départ, je voulais absolument avoir un protocole sanitaire très très strict qui a été fait en partenariat avec la clinique Arnaud Zang. Donc on a mis un protocole sanitaire très strict et bien nous en a pris parce que c'est aussi pour ça que le préfet de la reconstruction, Xavier Pelletier, nous donne les autorisations systématiquement chaque semaine de pouvoir intervenir auprès des sinistrés dans les vallées. Vous le voyez sur les images qu'on est en train de voir, tout le monde a le masque. Tout le monde essaie de respecter bien sûr de la distanciation sociale et effectivement, on peut le dire, au bout de 6 mois, pas un cluster alors que nous avons fait plus de 40 chantiers pour aider les sinistrés. Je vais céder la parole à Éric, mais juste une question. Selon vous, les observations, que reste-t-il encore à faire ? Vous constatez que c'est encore terrible sur place ? S'il y a un message à donner vraiment au travers des médias, c'est ne pensez pas une seule seconde que c'est fini. Ça va durer des mois, des années. On vient de le voir encore avec l'intervention de Sébastien Hollaran, le superbe maire de Bray-sur-Roya. Il y a un travail colossal, savoir que les assurances ne prennent pas en charge beaucoup de choses, un travail colossal à faire. Nous, on le voit chaque samedi. Souvent, on discute avec les médias, mais il y a encore des choses à faire, mais si, c'est énorme. Je veux dire, nous, de plus en plus, on a de plus en plus de demandes chaque semaine, parce qu'au départ, les gens ne nous appelaient pas. Vous savez, c'est des montagnards, c'est des gens fiers, ils ne nous appelaient pas, ils voulaient se débrouiller tout seuls. Là, ils n'y arrivent plus au bout de 6 mois, et chaque jour, nous avons des demandes des sinistrés à venir intervenir pour les aider. Et puis Gilles Marsala, il y a aussi un sujet central dont parlaient tout à l'heure Charles-Ange Ginesy et Éric Ciotti, c'est qu'il faut que l'État aussi honore ses engagements financiers. C'est une bonne chose de venir, comme l'a fait le président de la République, et c'était une très bonne nouvelle sur place, pour prôner la solidarité. Mais la solidarité, c'est pas que des mots, c'est aussi de l'argent pour reconstruire tout ce qui mérite d'être reconstruit. Et il y a beaucoup de choses, quand vous êtes sur place, vous le voyez. C'est incroyable ce qu'il y a à reconstruire, on l'a dit, on vient d'entendre, des millions et des millions d'euros pour la reconstruction. C'est vrai que le gouvernement s'était engagé, le président était venu attendre 2 jours après la catastrophe. Il s'est engagé, il faut que maintenant l'argent arrive. Et il y a effectivement des gens qui n'ont toujours pas accès à leur maison, ils ne savent pas s'ils peuvent garder leur maison. Et tant que le gouvernement, l'État n'a pas décidé si cette maison-là, elle doit être gardée ou reconstruite, les assurances ne jouent pas le jeu non plus. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas assurer. Donc, du coup, c'est ce que disait Sébastien Hollaran
Laurent, enfin, c'est ce que dit aujourd'hui Sébastien Laurent. Il a envoyé un communiqué de presse dans les rédactions, justement, où il appelle le maire de Breil-sur-Roya, les assurances à jouer leur rôle, tout simplement. J'avais une question sur la composition de vos bénévoles. Combien sont-ils aujourd'hui et quel corps de métier, quel profil on retrouve ? Écoutez, c'est une aventure extraordinaire. Je ne pensais pas que ça en arrive à ce niveau-là. On a 4000 personnes inscrites sur la page Facebook, les Week-ends Solidaires. On a 1500 volontaires qui, une fois, sont venus depuis 6 mois. C'est une véritable communauté qui s'est créée de solidarité. Je pense que la crise sanitaire qui n'en finit plus de durer a fait que les gens ont besoin de retrouver des vraies valeurs de solidarité, de fraternité. Je pense qu'on a réussi à créer cette communauté au service sinistré. C'est tout âge. Alors effectivement, on a un peu plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est bien. Je suis très fier. Et puis, je peux vous dire qu'elles travaillent aussi bien, sinon plus que les hommes. Et puis, c'est des chefs d'entreprise, c'est des salariés dans grandes entreprises, c'est tout le monde, des mères de famille qui viennent. Je vous rappelle que ces gens-là se lèvent le matin à 6h. Demain matin, départ 6h du matin pour la Vésubie, 4 chantiers, 120 personnes pour aller voir des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils vont aider leur prochain. C'est une formidable aventure humaine qu'on vit. Gilles Marsala, j'ai aussi profité de l'occasion qui nous est donnée de nous avoir dans le Grand Direct pour parler de culture. Vous êtes un homme de culture, vous êtes un producteur. Et évidemment, vous avez plus d'un spectacle dans votre sac. Vous avez entendu le chef de l'État dire à partir de la mi-mai, les lieux culturels vont pouvoir rouvrir. Vous avez trépigné d'impatience, vous avez sauté sur votre siège en entendant ça ? Alors, par définition, on a une liste de la culture au départ qui nous dit qu'on peut jouer à partir de cet été 5000 personnes assises avec distanciation sociale. Donc on avait déjà un cadre. Bon, on s'imagine bien qu'avec l'évaluation des variants de la crise sanitaire, on ne sait pas trop où on va. Moi, je suis assez confiant pour quand même, il y a un précédent. L'été dernier, on a joué quand même à l'extérieur avec des jauges réduites, une distanciation. Donc moi, je suis assez confiant pour que dès le 1er juin, c'est-à-dire la fin de la loi sécurité sanitaire, on puisse retrouver des événements en extérieur. Vous le savez peut-être, j'ai lancé un très grand projet sur le port de Nice, 20 représentations. Bon, je pense qu'on va pouvoir voir un très beau spectacle sur le port, mais pas que. Il va y en avoir d'autres événements vont annoncer, notamment mon été à Nice et les estivales, avec plus de 1000 spectacles qui vont avoir lieu cet été. Voilà, puis là on voit quelques images de Cyrano que vous êtes en train de préparer également et qui aura sans doute une dimension internationale. Peut-être quelques mots sur ce spectacle dont on a parlé avec Nicolas il y a quelques jours. C'est un véritable projet fantastique. Je suis tombé amoureux de ce projet qui était de Roxane ou de Cyrano ? Quelques années. Ouais, de Roxane. Le projet, en tout cas, de la musique, des 23 chansons qui sont 23 tubes qui ont été composés par Stéphane Brunello et Philippe Attenberg, qu'on connaît bien sûr mieux qui ont créé des chansons pour Christophe Maé, Le Roi Soleil, le Mozart l'Opéra Rock. C'est des Niçois. On est très fiers de les avoir avec nous. Ils avaient ce projet depuis des années et moi je cherchais un projet de relance, un projet où je vais pouvoir faire travailler les artistes locaux, comme vous le savez, qui sont très très impactés par la crise, les techniciens aussi. Donc c'est un projet qui partira à Nice, chez nous, et qui ira ensuite dans le monde entier. Rendez-vous au mois de juin, les premières représentations sont déjà complètes. Ce sera sur le port de Nice, dans un théâtre itinérant que vous avez créé spécialement pour l'occasion. Donc le protocole sanitaire sera optimal. Merci beaucoup Gilles. On va vous laisser dormir parce que si demain matin 6h vous partez pour la Vésubie, il va vous falloir des heures de sommeil et vous saluerez tous les bénévoles qui vous accompagnent dans ces week-ends solidaires. La page Facebook est disponible. Vous pouvez venir gonfler les rangs si vous avez envie. Merci Gilles, à bientôt. Rejoignez-nous, merci beaucoup. On va avancer maintenant, Eric, avec une avancée, là aussi pour la police municipale de Cannes, qui adopte définitivement les caméras piétons après une expérimentation. Marie Justo vous dit tout. Après expérimentation, les caméras piétons se généralisent au sein de la police municipale de Cannes. Dissuasive dans 80% des cas, la présence du capteur vidéo fait baisser la tension. Un plus pour les forces de l'ordre, surtout avant la période estivale. On l'a vécu l'été dernier avec parfois des populations à problème, y compris importées de régions parisiennes ou lyonnaises ou autres. Donc ça va être un outil de plus pour faciliter le travail qui va être très compliqué évidemment cet été. Et c'est pourquoi, parallèlement à cette dotation supplémentaire de matériel pour les policiers municipaux, j'interviens régulièrement auprès du ministère de l'Intérieur pour que le commissariat de Cannes et du district et de la circonscription, déjà dans un premier temps, disposent d'effectifs un peu plus adaptés à la réalité de l'intensité du travail, à la fois en maintien de l'ordre et judiciaire.
Les images ont aussi pour vocation d'aider à la manifestation de la vérité en cas d'intervention controversée. Facile d'utilisation, ces 100 caméras font désormais partie de l'arsenal de la police municipale cannoise. Il lui suffit d'appuyer sur un des boutons qui est situé sur les côtés pour que l'enregistrement se déclenche. Cet enregistrement est codé, personne ne peut l'utiliser, autre que la direction de la police municipale ou l'autorité judiciaire, et permettra, le cas échéant, de visionner des images et de dénouer une situation qui parfois peut être contestée. Cette caméra est un outil supplémentaire. On a oublié tout ce qui s'est fait, mais entre les caméras, les postes de police mobile, les matraques télescopiques, les nouveaux pistolets automatiques 9 mm, tout ça, c'est devenu quelque chose de normal, mais ça fait partie de tout ce qui a été mis à disposition des policiers. Et les caméras piétons sont un outil supplémentaire pour les policiers cannois. Chaque agent sur le terrain sera donc désormais équipé de cette caméra à partir de maintenant. Depuis le début du mois, 4 bornes d'appel d'urgence reliées à la police municipale ont également été installées sur la voie publique cannoise. Nous en venons maintenant au débat sur la fin de vie et cette avancée qui est peut-être petite pour la Commission des affaires sociales, mais gigantesque pour le droit à l'euthanasie dans notre pays. Mercredi, donc la Commission des affaires sociales a adopté le projet de loi qui garantit le droit à une fin de vie libre et choisie. Parmi les députés qui sont montés au créneau et qui défendent ce texte, il y a Marine Brenier, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes. Marine Brenier qui est avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous allez nous expliquer ce qu'il y a dans le texte, mais juste un mot. Donc, adopté en Commission des affaires sociales, ça veut dire que c'est le début du parcours parlementaire, que les députés d'abord voteront ce texte le 8 avril prochain, qu'il ira ensuite au Sénat pour peut-être revenir enfin à l'Assemblée nationale. Mais globalement, ce que l'on peut dire, c'est que le combat que vous portez, c'est une vraie avancée. Oui, c'est une véritable avancée. En fait, il s'agit d'une proposition de loi qui est portée par le groupe Liberté et Territoires et notamment le député Olivier Falorni. Et cette proposition de loi donc, a été inscrite à l'initiative de ce groupe parlementaire et ne fait pas l'objet d'une approbation de la part du président de la République. Donc je crois que ce que nous avons vécu mercredi dernier à la Commission des affaires sociales, c'est quelque chose d'assez inédit sous ce quinquennat où le Parlement a véritablement joué son rôle de législateur sans l'aval du gouvernement. Alors, la proposition de loi indique qu'il faudra une prescription par un médecin à la demande expresse du patient de se voir administrer un produit létal ou d'obtenir l'assistance à l'administration de ce produit par un médecin. Et vous y avez d'ores et déjà ajouté une clause de conscience pour les praticiens qui ne souhaiteraient pas pratiquer ce qu'on peut appeler l'euthanasie. Tout à fait, comme l'IVG, qui est un acte assez particulier et qui peut poser une problématique au regard des croyances philosophiques ou religieuses du praticien, il nous semblait nécessaire que pour un acte comme celui de l'aide médicalisée active à mourir, il puisse y avoir une clause de conscience spéciale. Alors, il faut rappeler que tout médecin possède ce qu'on appelle une clause de conscience générale. Donc, pour tout acte, il peut décider de ne pas le pratiquer, mais sur des actes très particuliers, encore une fois, comme l'IVG ou cette aide active à mourir, on a prévu un texte particulier pour renforcer la clause de conscience. Marine Brenier, à l'Assemblée nationale, tous les groupes vous soutiennent sur ce projet de loi. Vous parliez d'Olivier Falorni tout à l'heure, je crois, qui est député de Charente-Maritime, mais qui est plutôt socialiste, je crois me souvenir. Ça veut dire que tous les courants politiques soutiennent cette initiative à l'Assemblée ? Alors, c'est une initiative qui est transpartisane puisque nous avons été plusieurs parlementaires à déposer des propositions de loi. Il y a eu Caroline Fiat pour la France Insoumise, Jean-Louis Touraine pour le groupe En Marche, Olivier Falorni chez Liberté et Territoires et également une proposition de loi que j'ai déposée en décembre pour le groupe Les Républicains. C'est une proposition de loi qui, comme toutes les propositions sur des sujets de société, font débat. Et forcément, dans les groupes parlementaires, il y a des personnes favorables et d'autres qui le sont moins. Et donc, c'est vraiment de manière transpartisane que nous avons abordé ce sujet qui a été voté à la majorité
en commission des affaires sociales. Donc le prochain round, ce sera le 8 avril. Il y a une partie qui me paraît importante dans le projet de loi aussi, c'est l'éventualité dans laquelle le patient n'est pas conscient et ne peut pas s'exprimer. Donc évidemment, s'il a il a écrit auparavant qu'il était favorable à ce qu'on l'aide à mourir, pas de problème. S'il ne l'a pas fait, la famille pourra jouer ce rôle ? Alors, il existe plusieurs dispositifs qui ont été prévus par les lois Leonetti et Claes-Leonetti, à savoir les directives anticipées. Et malheureusement, la France est la très très mauvaise élève au niveau européen sur ce sujet, puisque près de 80% des Français n'ont pas rédigé de manière préalable leurs directives anticipées. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir avancer, faire de la pédagogie, expliquer aux gens à quel point c'est important de les rédiger. Il y a ensuite le dispositif de la personne de confiance qui là aussi a été renforcé. Donc c'est le cadre où le patient désigne un proche, un membre de sa famille ou un ami en lui disant quelles sont ses volontés, qu'est-ce qu'il souhaite faire dans un cas d'inconscience, est-ce qu'il souhaite bénéficier de soins palliatifs, est-ce qu'il souhaite être réanimé ou pas, bénéficier d'une sédation ou bien d'une euthanasie. Et enfin, nous avons décidé également de renforcer le texte, puisque l'affaire Vincent Lambert, qui a été très médiatisée, a montré que là aussi, il y avait un manque, et nous avons mis en place une sorte de hiérarchisation des proches qui permettrait d'avoir un indice supplémentaire pour permettre aux médecins de prendre la décision concernant le patient sur son devenir. C'est dans le cas où les familles s'opposent, parce que c'était le cas de Vincent Lambert, son épouse et sa famille naturelle, si vous me passez l'expression, n'étaient pas d'accord. Éric ? Oui, juste un autre détail pour bien comprendre jusqu'où peut aller ce texte, parce que le diable sera dans les détails, évidemment. Si je rédige, il y a 3 ans, un texte dans lequel je dis, voilà, je souhaite m'engager à ma propre fin de vie, mais que 2 ans plus tard, je modifie ce papier ou je modifie ma perception que j'ai de ma propre fin et que je le confie à une tierce personne, ce document ou ce témoignage, comment est-ce que la loi prendra en compte cette sorte de volte-face ? Alors, comme tout sujet, on se sert d'éléments de preuve. Donc, évidemment, au préalable, on se servira des directives anticipées. Mais si une directive anticipée a été réalisée il y a par exemple 20 ans, effectivement, elle pourra être contredite par des témoignages de proches appuyés et avérés. Ce sera un peu du cas par cas. Mais sur la base, il nous faut avoir un texte quand même qui soit suffisamment précis pour pouvoir avoir des éléments pour instruire ces demandes. Nous avons mis en place un dispositif qui est très clair, qui est très ferme, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à ce que font nos voisins belges et qui permet du coup aux patients de pouvoir avoir une volonté qui soit affirmée, explicite, mais sa volonté ne sera pas la seule à être prise en considération parce qu'il y aura son médecin traitant, s'il accepte de pratiquer l'euthanasie, et également un autre praticien qui sera consulté dans les cas simples. Dans les cas plus compliqués, on fera appel à un collège avec un 3e médecin qui sera soit un spécialiste de la pathologie, soit un psychiatre, pour bien montrer qu'il y a une volonté affirmée, claire, explicite, et qui n'est pas faussée par une quelconque pathologie psychiatrique. Merci beaucoup Marine Brenier, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes. Donc évidemment, on suivra de près la semaine prochaine le passage devant les députés de cette proposition de loi. Et effectivement, quand on regarde dans le détail le protocole qui est appliqué à partir du moment où on entame le processus, il y a quand même pas mal de garde-fous avec le collège d'experts, les médecins qui consultent. Le patient doit même reformuler une 2e fois quand il est évidemment en pleine conscience, sa volonté. Donc on va suivre avec beaucoup d'attention les débats et surtout les arguments de ceux qui sont contre. Parce que c'est là aussi où on sera intéressé de savoir ce qui peut être opposé à tout cela. Merci Marine Brenier, à bientôt. Merci à vous. Avant d'accueillir Guilhem Ricavi, 2 sujets à vous montrer. Nous sommes vendredi. On va s'intéresser dans quelques instants au Conseil municipal de Marseille, où la délibération sur les concerts-tests a été adoptée. Il y aura donc des concerts-tests à Marseille en marge du protocole Covid-19.
Et les Azuréens du bout du monde, parce qu'on s'intéresse depuis plusieurs semaines au traitement de la Covid sur le reste de la planète. Alors là, on n'est pas allé très loin, mon cher Eric, on a franchi la frontière italienne et on rejoint un Azuréen du côté de Gênes. C'est Claudia Olivier, évidemment, qui est aux manettes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Azuréens du bout du monde. Et oui, ça fait au moins 4 semaines que nous ne nous étions pas vus, donc pour le retour, j'ai décidé de récupérer votre plateau, Eric et Nicolas. Donc ce soir, on va retrouver Alexandre qui se trouve actuellement à Gênes, en Italie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Alexandre. Merci à toi, Claudia. Donc, vous êtes un habitué de la Côte d'Azur et là, actuellement, ça fait plus de 15 ans que vous habitez à Gênes. Qu'est-ce que vous faites exactement là-bas? Je suis vidéaste photographe à Gênes, freelance. Je travaille aussi un peu pour la presse française en Italie. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous depuis maintenant plus d'un an. Avec presque 4 millions de cas et 110 000 décès, l'Italie a été fortement touchée par la crise du coronavirus, surtout au début. Aujourd'hui, on en est au 3e confinement là-bas. Quelle est l'ambiance générale du pays? Aujourd'hui, aujourd'hui 2 avril 2021, les gens en ont marre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne comprend plus le sens des mesures, on ne comprend plus si ce qui est décidé est efficace, on ne comprend plus les règles. Donc beaucoup de résignation. Face à la 3e vague, du coup, donc on a mis en place un 3e confinement en Italie. Comment ça se passe exactement? La péninsule italienne a été divisée par zones en fonction des régions. Et donc, ce n'est plus uniformisé comme ça l'était l'année dernière. Là, on a des zones orange et rouge. Les zones jaunes n'existent plus. Les commerces ne sont pas complètement fermés, comme par exemple les bars et les restaurants. C'est possible de prendre de la nourriture importée ou des boissons importées. Donc, c'est quand même plus souple par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. On sait que du coup, il y a trois zones donc en Italie, mais ce week-end, le week-end de Pâques, toute l'Italie va être totalement confinée, c'est bien ça? Comme ce qu'on a connu à Noël et pendant les fêtes de fin d'année, Noël et le jour de l'an, en fait, l'Italie là se voit reconfinée entièrement sur tout le territoire national pour la durée de 3 jours, le temps que les fêtes de Pâques passent. Parce que voilà, le gouvernement a peur que ces fêtes ramènent un taux de contamination plus élevé que ce qui est attendu, quoi. Une dernière question concernant l'épidémie. Comment se passe la campagne de vaccination en Italie? C'est lent, c'est très lent. Il y a beaucoup de problèmes du point de vue organisationnel, logistique, au bout de 3 mois de vaccination, et on est vraiment en train de se demander mais comment est-ce qu'ils comptent faire pour vacciner tout le monde en septembre. Ensuite, il y a aussi un énorme débat sur qui doit être vacciné, dans le sens où est-ce qu'il faut que ce soit les personnes âgées et fragiles qui soient vaccinées en premier, ou alors les personnes qui sont actives dans la société. Je pense que la situation italienne est plutôt ressemblante à celle française. J'aurais une dernière question vous concernant. Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté votre vie et votre travail? Beaucoup d'incertitudes, des aides de l'État qui n'arrivent pas forcément à temps, qui ne sont pas forcément les montants espérés, des difficultés pour travailler, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup Alexandre d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel Azuréen à l'autre bout du monde. Avant de rejoindre Guilhem, qui est déjà là et qui va nous... Vous voyez, quand on voit le cas italien, c'est vrai. On se console un peu. En plus, je voulais vous dire quelque chose à ce propos. La difficulté de comprendre les mesures, nous disait ce jeune Azuréen, la difficulté de se faire vacciner, vous voyez, quand on se compare, on se console un peu, quoi. On a à peu près le même problème. Enfin, c'est pas il paraît, puisque j'ai vérifié, les aides financières, notamment auprès des commerçants, c'est un vrai parcours du combattant. C'est pire que chez nous, en Italie. Voilà, les commerçants sont vraiment confrontés à de très grosses difficultés dans les zones où ils sont totalement confinés. Je le disais, Guilhem Ricavi est attendu. Il est là, déjà, il va nous écouter parce qu'on va parler avec lui du conseil municipal de Marseille notamment. Il va nous parler aussi de la vallée de la Roya, tiens, Guilhem. Conseil municipal où le budget a été adopté, mais aussi le protocole et le dispositif pour les concerts tests dans la cité phocéenne avec Ayam au programme notamment. En moins d'1 minute 30, c'est Yentel Criado qui vous dit tout.
C'était l'une des délibérations attendues de ce conseil municipal. Les élus ont validé la tenue des concerts tests à Marseille. Les événements auront lieu au Dôme. Sur scène, le groupe IAM et dans le public, 1000 étudiants pour chaque concert. Des volontaires sélectionnés dans les rangs de l'université Aix-Marseille, partenaire. Quant à la date de cette expérimentation menée par l'INSERM, le préfet doit encore valider. Selon les premières pistes, ce ne serait pas avant la mi-mai. Écoutez l'avis de Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture. Et je le dis tranquillement, il est dommage que ce test n'ait pas encore pu être organisé parce que la situation est dramatique pour les acteurs culturels, pour qui les activités ont dû être mises en suspens, des acteurs culturels qui seront d'ailleurs prêts à retrouver les publics. Et la frustration est grande depuis le rendez-vous manqué du 15 décembre dernier, surtout qu'il n'y a pas eu plus de risques dans les salles de spectacle, dans les théâtres, les cinémas, les lieux culturels, qu'il y en a dans les centres commerciaux, les transports en commun ou dans certains milieux familiaux. Et comme le disent les scientifiques, n'attendons pas la fin de la crise pour ces tests, parce que ça amoindrirait la portée des conclusions et des enseignements à tirer. Ce sera une première en France, alors que 2 concerts tests ont déjà eu lieu en Espagne, réunissant plus de 5000 personnes. Et bonsoir Guilhem Ricavi, merci d'être avec nous. Alors on va évoquer certains sujets avec vous, mais du coup tous les deux peut-être réagissez à cette délibération. Bon, ça sera peut-être un galop d'essai aussi pour la réouverture des lieux culturels, même si Guilhem, Emmanuel Macron a annoncé la mi-mai. Oui, effectivement, il semblait assez clair dans ses propos lors de son intervention télévisée il y a quelques jours. Mais c'est vrai que cette expérimentation est intéressante. Marseille avait proposé il y a quelques mois déjà de mener une telle expérimentation. Entre-temps, c'est Barcelone et la semaine dernière, si je ne me trompe pas, qui a réalisé un concert avec beaucoup de gens dans une salle, avec des tests en amont et puis surtout des tests une semaine après pour voir en fait la viralité de ce fameux Covid dans une salle de concert. Est-ce que vraiment, si on est masqué, si la salle est ventilée et si on respecte des distances, est-ce que le risque est important? Et ça serait intéressant là aussi de tirer les leçons de cette expérience qui est une véritable expérience scientifique selon moi et qui mérite d'être menée puisqu'on se doute bien qu'on va vivre encore de longs mois, voire encore de longues années s'il revient chaque année, eh bien avec ce fameux virus. Est-ce que sur les concerts tests, ça concerne évidemment tout type de musique, mais il y a des concerts, je pensais à ça, bon, pas de rap, mais de musique classique, où par définition, ça s'apparente plus à un théâtre, un auditorium de théâtre qu'à une salle de concert telle qu'on le voit sur ces images. Ces tests concerts, ça va englober tout type de concert en réalité. Oui, effectivement, tout type de concert. Alors, vous avez raison de soulever cette question-là. Prenez par exemple le festival de piano de la Roque d'Enterron qui a lieu chaque année. Il se passe en plein air dans un théâtre de verdure. Et bien évidemment, les gens qui viennent écouter les interprètes qui se produisent dans ce fameux théâtre de verdure, eh bien, restent assis. On ne danse pas, on écoute. Donc là aussi, le taux de contamination ou de circulation, en tout cas, sera forcément réduit. Et c'est intéressant véritablement de pouvoir mesurer à quel niveau eh bien, on peut être contaminé ou pas. On a beaucoup entendu de choses, par exemple, sur les contaminations dans les lieux de travail ces dernières semaines. Bon, il faut être réaliste, c'est moins de 15% des contaminations. On voit bien aujourd'hui que dans un peu plus de 46% des cas, c'est de l'autocontamination interfamiliale, c'est-à-dire que à son domicile, eh bien, les gens se redonnent le virus sans bien sûr le faire exprès, sans s'en rendre compte. Donc c'est intéressant de pouvoir cerner aujourd'hui eh bien, où est-ce qu'il y a un véritable risque et une leçon à tirer si l'épisode du coronavirus devait se reproduire, de savoir ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut ne surtout pas faire. Oui, Guilhem, puisqu'on parle d'événements festifs, ça m'y fait penser. Est-ce qu'on a eu des retours sur le fameux carnaval de la Plaine? Puisqu'on a vu le taux d'incidence des Bouches-du-Rhône gagner beaucoup de terrain. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Est-ce que vous avez été au courant d'infos qui auraient pu regarder de quelle manière ce carnaval interdit a pu entraîner une résurgence de la pandémie?
Alors Renaud Muselier, le président de la région, avait cru voir des signes forts en se basant sur les analyses des eaux usées à Marseille. La semaine 11 de cette année 2021 comparée à la semaine 12, alors quand on regarde la carte de cette contamination par secteur de Marseille basée sur des mesures des marins-pompiers, on se rend bien compte qu'il y a une forte hausse. Mais est-ce qu'elle est liée à ce carnaval ou pas? C'est quasiment impossible de le dire parce qu'on a bien vu que dans le même temps, l'épidémie s'emballait partout en France. Donc ça sera très difficile de quantifier réellement l'impact de cet après-midi de samedi qui avait été festive et massive avec plus de 6000 personnes réunies, comme il sera aussi difficile d'ailleurs de mesurer l'impact des quelques soirées clandestines qui ont été arrêtées depuis. Il y a encore quelques jours, on a vu que 300 personnes ou 200 personnes s'étaient réunies du côté de Saint-Victor pour un apéro géant. Très très difficile, selon les spécialistes, de quantifier l'impact réel. Donc demain, le conseil municipal passé au crible, j'imagine que le budget a été décortiqué par vos journalistes. Oui, c'est vrai que c'était des chiffres et des lettres, l'ordre du jour de ce conseil municipal, avec un budget, quelques passes d'armes avec une opposition qui a reproché à Benoît Payan et à sa majorité du printemps marseillais de déjà avoir renoncé aux engagements pris pendant la campagne, mais bien évidemment, budget accepté, budget qui, dans les rangs du printemps marseillais, semble faire l'unanimité avec des choix budgétaires assumés. Très long conseil municipal. On reviendra aussi là-dessus dans notre édition de demain. Avec de très nombreuses délibérations au programme et puis des passes d'armes, j'allais dire presque idéologiques, puisque la chef de file de l'opposition, les Républicains, est montée au front, par exemple, sur un marché bio devant Saint-Victor, devant l'église de Saint-Victor. Voilà, donc passe d'armes idéologiques entre ce qu'on doit ou pas faire. D'un côté, un printemps marseillais bien sûr favorable à ce marché bio, et de l'autre côté, une posture un peu plus religieuse, j'allais dire, de cet élu. Ouais, je vous conseille, d'ailleurs, si ça vous intéresse, de faire un petit tour sur Twitter, réseau social bien connu, parce que c'est saisissant de voir les postures des uns et des autres qui se renvoient des termes comme proposition choquante, laxisme. Bon, voilà, c'est assez incroyable. C'est de la politique. Oui, mais c'est très exacerbé au conseil municipal de Marseille. Il y a des conseils municipaux un peu plus soporifiques, y compris dans les grandes villes de notre région. Pour terminer, de la vallée de la Roya, on en a parlé dans ce grand direct. Vous y revenez aussi, vous, demain, 6 mois après. Oui, 6 mois après, effectivement, nos reporters sont partis passer 3 jours dans cette vallée pour rencontrer les habitants. 6 mois après cette fameuse tempête Alex qui avait emporté tout ou presque tout sur son passage, et ils ont retrouvé des habitants, même si les chantiers de reconstruction titanesques sont en cours, ils ont retrouvé bien des habitants toujours effondrés, très meurtris. Certains habitants qui ont confié ne plus vouloir venir habiter là de nouveau. C'était le paradis et c'est devenu un enfer. C'est ce qu'ils disent en substance, et ils ont aussi constaté cette incroyable mobilisation, parce que même si les choses avancent très lentement, chaque jour des gens se mobilisent pour essayer de redonner un accès à cette vallée, de redonner du sens à ce qui s'y passe et d'une certaine façon ramener la vie dans un endroit qui est magnifique le reste du temps et qui avait été quand même terriblement impacté par ces flots d'eau de la Roya. Merci beaucoup, mon cher Guilhem. Dans quelques instants, on va déguster la Mouna. Bon repos. Vous connaissez la Mouna, mon cher Guilhem, cette pâtisserie qui se vend beaucoup à Marseille pour Pâques. Mais avant, on va éliminer les kilos qu'on va prendre juste après avec un peu de sport. Et cette décision complètement incroyable, je ne sais pas si vous l'avez vu, Eric, le RCT devait jouer, le Rugby Club Toulonnais, son 8e de finale de Coupe d'Europe. Voilà. Et le PCR, qui est le comité organisateur, a décidé d'annuler le match parce qu'il y a trop de cas de Covid dans l'équipe toulonnaise. Sauf que ça veut dire que l'équipe qui n'a pas de cas de Covid est automatiquement qualifiée. Donc Toulon dit au revoir à la Coupe d'Europe, même pas reporté, rien, c'est ferme et définitif. Le président du RCT, Bernard Lemaître, est écœuré, c'est ce qu'il a dit dans la presse. Mais c'est étrange comme système de... Alors ce qui est très étrange, moi je ne connais pas du tout les règles juridiques du rugby national ou international, mais ce qui est très étrange, c'est que pour les mêmes raisons, l'équipe de France de rugby n'avait pas pu jouer son match contre l'Écosse, vous vous en souvenez, le fameux match qu'on a perdu finalement, et le match a été reporté. C'est pas la même
Non, certes, mais on se demande pourquoi le match n'a pas été reporté. Bon, peut-être qu'il va y avoir des suites juridiques à cette affaire, parce que c'est complètement, absolument incroyable. En tout cas, le président du RCT est remonté, et effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il ne laisse pas l'affaire s'arrêter là. La Ligue 1 reprend ses droits avec l'Olympique de Marseille qui retrouve les terrains après avoir été giflé à Nice il y a 2 week-ends de cela. Les Marseillais rencontrent Dijon, ce sera dimanche soir à 21h au Vélodrome. Les Marseillais qui vont devoir se faire pardonner. Conférence de presse aujourd'hui. L'occasion également d'évoquer l'avenir de 2 joueurs importants, l'attaquant polonais Arkadiusz Milik et l'international français Florian Thauvin. Une affiche déséquilibrée. L'OM 6e du championnat affronte Dijon, dernier de Ligue 1, ce dimanche au Vélodrome. L'occasion pour les hommes de Sampaoli de rebondir après une lourde défaite à Nice 3-0 juste avant la trêve internationale. Pour sa première conférence de presse au club, Saïf Eddine Khaoui se méfie de cette équipe dijonnaise. Sur le papier, on est favori. Après, on sait que dans un match de foot, tout est possible, tout est faisable. Donc à nous d'être à 100%, de bien aborder le match dès le début. Et j'espère qu'on sortira avec la victoire. Depuis son arrivée sur le banc, Jorge Sampaoli a remporté ses 2 matchs à domicile face à Rennes et Brest. Le coach argentin pourra compter sur Arkadiusz Milik pour cette rencontre, dont l'avenir sur la Canebière est très incertain. Dans le foot, il est difficile de savoir si tel ou tel joueur va rester. Il peut toujours être séduit par une autre opportunité durant le mercato d'été. La décision lui revient. Arek est un grand joueur de niveau international. On aimerait qu'il reste, mais le garantir aujourd'hui, vu le marché des transferts, c'est difficile. Un avenir incertain également pour Florian Thauvin, dont le contrat se termine en juin prochain. L'ancien coach du FC Séville souhaite conserver l'international français. Thauvin, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'équipe sur et en dehors du terrain. J'aimerais le garder, mais mon point de vue est exclusivement sportif. D'autres paramètres déterminent l'avenir d'un joueur et dépassent l'avis du coach. Toujours pas de Rongier à Amavi pour cette rencontre, blessé de longue date. Yuto Nagatomo vient s'ajouter à cette liste. Le japonais est touché à la cuisse. En cas de succès face à Dijon, l'OM serait toujours dans la course pour la 5e place, synonyme d'Europe en fin de saison. On a vu sur ces images, pour les connaisseurs, un Dimitri Payet très affûté. Hein. On lui reprochait son poids. Oui, les muscles étaient saillants. Il était très sec, en tout cas, au niveau des bras, bien musclé. Voilà, vous voyez là à gauche, très franchement, je pense qu'il a fait quelques efforts. Il n'a pas dû manger beaucoup de mouna. Nous allons en parler maintenant. C'est l'une des traditions de Pâques, peut-être moins connue en France que le chocolat, mais dans notre région, elle est dégustée, notamment du côté de Marseille, où nous allons maintenant, puisque Dominique Ginère nous attend, de la boulangerie-pâtisserie qui porte le même nom à Marseille. C'est une spécialité depuis 3 décennies, hein, Dominique, bonsoir. Vous allez nous expliquer ce qu'est la mouna et votre histoire de famille aussi, parce que je crois qu'il y a ces 2 frères, même un peu plus, hein, qui concoctent aussi cette précieuse recette. Tout à fait. Donc bonsoir, effectivement, c'est très fier de présenter une tradition au-delà de la famille. C'est une tradition ancestrale qui est une tradition pied noir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend, très bien, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Donc, depuis plus de 30 ans, mes frères, nous sommes 3 enfants dans la famille. J'ai des frères jumeaux qui sont maîtres pâtissiers, chocolatiers, glaciers. Et comme nous sommes très attachés à la famille, nous avons voulu et choisi de travailler ensemble pour développer leur savoir-faire qui est très, très important. Développer aussi l'artisanat dans des quartiers, et donc à l'occasion cette année de la période de Pâques, de vous présenter ce qui nous tient à cœur, parce que c'est ce qui fait la tradition de Pâques, la mouna. Alors la mouna, c'est une sorte de brioche qui traditionnellement était confectionnée dans la famille par la mère de famille avec les enfants, et nous la dégustions le dimanche et le lundi de Pâques à cette occasion, et j'ai encore dans les narines les odeurs magnifiques de zeste d'orange et de citron.
à travers la recette que confectionnaient mes grands-mères. D'ailleurs, ma maman continue à pérenniser cette tradition puisqu'elle en fabrique elle aussi. Actuellement, la pâte est en train de monter parce que c'est une pâte qui se travaille sur plusieurs heures, qui lève et qui redescend, et qu'elle va envoyer à ses arrière-petites-filles qui se trouvent en Bretagne. Alors, c'est un mélange aussi de nostalgie parce que bon, les Pieds Noirs, tout le monde connaît cette histoire. Ils ont traversé la Méditerranée pour venir, pour beaucoup, sur Marseille s'installer. Et je pense qu'en la dégustant, ils ont encore les odeurs du pays d'origine et je pense que ça les touche énormément. Voilà. C'est une belle histoire, Eric. En plus, familiale avec ses jumeaux. Voilà, qui dit la Dominique tradition à l'histoire. Et évidemment, le drame de beaucoup de Pieds Noirs est encore dans toutes les mémoires, forcément. Je voulais vous poser une question plus sur la recette. On sait qu'une pâte à brioche, ça doit être extrêmement aérée. Il y a beaucoup d'alvéoles dedans. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette brioche? On voit c'est une brioche à sucre, il y a des morceaux de sucre dessus. Vous avez parlé de zeste de citron, de zeste d'orange. Qu'est-ce qu'on y met? Alors on y met de la farine, bien sûr. Alors on y met les œufs. Et après, c'est une question de préparation et de levage de pâte, parce que vous n'êtes... Alors bon, mon frère, là que vous voyez, Frédéric, est en train de travailler avec un pétrin, mais beaucoup la pétrissent à la main et la font lever à la chaleur, à protéger avec un plastique de manière à ce qu'elle devienne très 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 légère. Et tout le secret vient dans la légèreté de la pâte et de l'aération de la pâte qui doit monter et redescendre. Alors je suis sûre que tous ceux qui vont m'entendre et qui ont dégusté des mounas ont essuyé un petit peu les plâtres parce que beaucoup de nos familles ont fait fabriquer des mounas qui étaient très lourdes à l'origine et au fur et à mesure du temps, ils ont appris à aérer la pâte. Voilà, c'est ça, l'aération de la pâte à brioche, c'est ce qu'il y a de plus déterminant pour éviter d'avoir une brioche trop lourde. C'est ça, voilà. Et alors, la particularité que nous avons, c'est que le symbole, c'est que nous mettons un œuf qui se pose sur la brioche, un œuf de poule, et qui est cuit, donc pendant la cuisson, et l'enfant déguste. Chaque enfant a une brioche, une mouna individualisée avec son petit œuf dessus. Voilà, et c'est une merveilleuse tradition. Je crois que surtout actuellement, on en a bien besoin. C'est de la convivialité, c'est du partage. Beaucoup de familles Pieds Noirs s'échangeaient les mounas, c'est-à-dire chacun dégustait la mouna du voisin, etc. Et puis, genre de concours, la mienne est plus jolie, elle est plus parfumée, etc. Et c'est vrai que ça crée un lien social qui était magnifique et que malheureusement, pendant cette période un petit peu compliquée, nous perdons, mais que j'espère que nous allons très vite retrouver. Vous aurez quand même vos fidèles demain, à partir de demain, tout le week-end, parce que vous serez ouverts, évidemment. Non-stop, nous sommes ouverts bien sûr non-stop et nous avons déjà nos commandes et nos fidèles puisqu'on nous trouve... alors, beaucoup nous trouvent sur Internet, effectivement, et puis c'est le bouche à oreille, voilà. En tout cas, ça nous donne envie. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une façon un peu plus originale de fêter Pâques que de se goinfrer de chocolat, même si... On peut faire les deux. On peut faire les deux, voilà, tout à fait. Et puis on le voit d'ailleurs sur les mounas, il y a quelques petits œufs en chocolat aussi qui viennent agrémenter la dégustation. Merci beaucoup en tout cas, Dominique. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à vous, ainsi qu'à toute votre famille, parce que c'est une vraie histoire familiale avec les arrière-petits-enfants de Bretagne qui vont goûter un peu de saveur du Sud et d'Afrique du Nord. Je rappelle que votre boulangerie-pâtisserie porte votre nom, c'est-à-dire la boulangerie-pâtisserie Giner à Marseille, évidemment. Merci pour votre disponibilité et encore une fois, bon week-end de Pâques. Voilà, vous pouvez donc aller acheter de la mouna et si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, restez sur l'antenne pour suivre les Sharks d'Antibes du basket Pro B. Vous suivrez d'ailleurs sur Azur TV jusqu'à la fin de la saison, puisque la convention est désormais officielle. Tous les matchs des Sharks d'Antibes en direct, les matchs à domicile. Et ce soir, les Sharks accueillent Lille Métropole, qui est 13e du classement. Les Sharks sont 15e. Souhaite une victoire, ils ont gagné leur match précédent. Donc maintenant, mais c'est à domicile où c'est compliqué pour les Sharks depuis quelques matchs. Mais là, vous fais le pari que c'est la bonne. Allez les Sharks. Prise d'antenne 19h40 si je ne dis pas de bêtises avec Sébastien Serrano pour l'after, pour le before. Ensuite, le match est commenté par Valentin Tchéky et François Paturle. Et vous retrouvez Sébastien Serrano à la mi-temps et après le match avec ses invités. Merci à vous, merci Eric. Nicolas, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques
également. Merci à tous nos journalistes en département. Merci à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Greg Favot, Fabrice Justo, Philippe Caudet et Stéphanie Mossman. Passez bien sûr un très bon week-end de Pâques. On se retrouve mardi, pas d'émission lundi, donc rendez-vous mardi soir.